d'abord, bonjour. On se l'est un peu dit de manière informelle. On est toute l'équipe du comité 21 et toute l'équipe des enjeux et des hommes ravis de vous accueillir. Pour tout vous dire, c'est un grand jour pour nous parce que nous annonçons le résultat, le produit, l'issue de travaux qui vous ont été livrés en 3 fois. C'est la 3e fois aujourd'hui. Et en fait, pour faire ce guide méthodologique que nous vous proposons, nous avons d'abord, vous vous en souvenez, interrogé 300 entreprises, 150 françaises, 150, 150 grandes entreprises, 150 PME. On a choisi des entreprises dans 5 grandes zones géographiques et dans 5 secteurs d'activité. Donc, on a fait un gros benchmark, comme on dit. Après, on a rédigé une étude qui est sous forme d'interrogation, monographie, proposition également, mais proposition en vrac, si j'ose dire. Ce n'était pas encore le niveau de la méthode. Qui s'appelle le dialogue avec les parties prenantes pour renforcer la résilience des entreprises. Et après ce travail, nous arrivons à la dernière phase, j'allais dire la phase opérationnelle, des propositions. Et donc, si nous avons appelé ce séminaire «Pourquoi et comment ouvrir la gouvernance de l'entreprise à ses parties prenantes», nous vous proposons un guide méthodologique avec 18 propositions. Alors, avant de donner la parole aux 2 grands acteurs de ce guide, c'est-à-dire Agnès Rambaud-Paquin et Pierre Victoria. Agnès est présidente des enjeux et des hommes et Pierre Victoria a été directeur du développement durable de Veolia, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer, mais je pense que tout le monde le sait, qu'il est vice-président du comité 21, eh bien, avant, j'ai des remerciements à faire. Veolia, d'abord, parce que ça, c'est vraiment un appui qui a été tout à fait important pour nous. BPI France, Total Énergie, qui s'est joint à l'appui au comité 21 pour cette étude, et puis, bien entendu, l'ADEME et le ministère des Transitions écologiques. Donc ça, c'est la gratitude que je voudrais exprimer, particulièrement, si vous me permettez, aux 2 équipes, l'équipe d'Agnès et l'équipe du comité 21. Tout le monde s'est beaucoup impliqué dans ce travail. Alors, la deuxième chose que j'ai à faire, c'est extrêmement particulier. Et dans une carrière qui est assez longue, je n'ai jamais fait ça. Je vais vous lire la lettre d'un ministre nous félicitant d'un travail qu'on va vous présenter. Alors, c'est une grande première, si vous voulez. Et en lisant ce que devait enregistrer Olivia Grégoire, je me suis dit que, eh bien, j'avais jamais fait ça dans la vie, donc je vais le lire avec le plus de modestie possible. Et je remercie Olivia Grégoire, qui, vous savez, en ce moment a toutes sortes de très bonnes raisons de parfois s'abstraire d'une journée de travail, de nous avoir fait ce message. Merci au comité 21. Alors, je vais enlever à Bettina Laville, mais c'est marqué, pour leur invitation aujourd'hui. Je ne peux malheureusement pas être en direct avec vous, mais je salue les travaux du comité 21 sur ce sujet des parties prenantes, souvent mal connus et donc mal compris. Et pourtant, c'est bien l'objet de l'ODD 17 que d'associer toutes les parties intéressées à la co-construction, à la mise en œuvre des autres objectifs du développement durable. L'association des parties prenantes est, comme la transparence, un objectif de méthode qui en dit souvent très long sur le fond. Avec la société à mission, issue de la loi Pacte, et sa déclinaison dans un comité de mission indépendant du conseil d'administration et de surveillance, nous avons inscrit dans le droit une première formalisation de ce que pourrait être l'association des parties prenantes à la gouvernance de l'entreprise. Mais les dispositions de cette loi ne remplacent pas les excellentes recommandations du comité 21, et je vous en remercie, car alors si on me met sans m'avertir la photo de Madame Grégoire au lieu du texte que je suis en train de lire, je vais être totalement déconcertée parce que, à ma grande honte, je n'ai pas appris par cœur le texte de Madame Grégoire. Donc ça, J'enlève. Comment?
J'enlève la projection. Ben, je ne retrouve plus mon texte, donc c'est une vraie farce, ça. Merci. Mais je vais le retrouver, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, vous saurez que je n'apprends pas par cœur les textes des ministres. Donc, c'est un défaut, je m'en excuse. Mais je ne le retrouve pas. Voilà, il a disparu C'est quand même absolument insensé. Euh, Je disais, si tu veux, on enchaîne et tu le liras après. oui, enfin, c'est quand même... oui, bon, bah, écoutez, je suis vraiment désolée. Je m'excuse surtout auprès de la ministre parce que voilà, mais ce texte a été chassé par l'image de Madame Grégoire qui s'est affichée à l'écran. Donc, je reprendrai tout à l'heure. On va peut-être donc faire les propositions et puis peut-être finalement, vous savez, on se rattrape comme on peut. C'est plus logique puisque vous allez écouter les propositions et au nom de Madame Grégoire, je vais nous féliciter de ces propositions. Voilà, c'est très difficile. On est une association multi-acteurs, mais je n'avais pas encore expérimenté le multi-rôle. Voilà, c'est fait. Alors, Agnès et Pierre, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Du coup, je vais démarrer et Sarah, je te laisse projeter les slides. Alors, en fait, donc quand on a lancé, enfin, quand le comité 21 a lancé ce think tank et a eu le bonheur de nous y associer, nous nous sommes dit assez tôt que le dialogue partie prenante était le parent pauvre des démarches RSE, mais finalement, il a fallu assez rapidement spécifier ce qui se jouait derrière ce mot valise, le dialogue partie prenante. Et donc, assez tôt au démarrage des travaux du think tank, il nous a semblé intéressant d'établir un référentiel pour décrire la nature des relations que les entreprises entretiennent avec leurs parties prenantes. Ce référentiel, vous allez le voir, puis je pense que vous l'avez peut-être découvert dans nos travaux, évidemment reste assez schématique et la réalité est bien plus subtile, bien plus complexe que cela, mais il rend compte finalement quand même d'une certaine dynamique des interactions entre les entreprises et leur écosystème. Donc nous avons identifié 4 niveaux. Le niveau 1 correspond à une pratique assez spontanée du dialogue, plutôt des initiatives éparses, souvent opportunistes, qu'elles soient corporate ou locales, et qui peut prendre plusieurs formes. On informe par exemple les riverains, on consulte les fournisseurs ou les clients sur un lancement de produit, etc. Le second niveau se déclenche dès lors que l'entreprise a mieux cerné les enjeux du dialogue et décidé d'engager des travaux pour formaliser une stratégie qui peut se traduire au préalable par un travail de cartographie, par exemple, des parties prenantes, voire de mise à plat des modalités de dialogue qui vont être adaptées à chaque catégorie, ou encore par un exercice de matérialité. Au niveau 3, on passe un cap. On pense qu'à ce moment-là, l'entreprise a commencé à mesurer les bénéfices du dialogue et qu'elle a élargi le cercle des parties prenantes avec lesquelles elle interagit. Elle s'ouvre également à des modalités de dialogue plus avancées. On va davantage vers de la co-construction. On porte au dialogue des sujets plus touchy, plus stratégiques, plus controversés. On peut même d'ailleurs observer des prises de position communes entre stakeholders et entreprises. Et puis, ce qui nous a semblé également intéressant, et là je prends vraiment la casquette des enjeux et des hommes, c'est qu'au niveau 3, on commence à voir des actions conduites en interne pour développer la culture du dialogue. Donc, ça peut être la diffusion de guides, comme on l'a vu chez Michelin, par exemple, ou Veolia. Ça peut être la mise en place de dispositifs de formation des managers, y compris d'ailleurs des managers de proximité, des codires de sites locaux ou des correspondants RSE. On a vu également tout ça chez Orange, chez Eramet, par exemple. Et puis, nous avons concentré avec les membres du groupe de travail au niveau 4 tout ce qui relevait vraiment de l'implication des parties prenantes dans la gouvernance, dans la prise de décision. Alors, ça peut prendre plusieurs formes qui ne sont pas exclusives l'une des autres, les unes des autres, bien au contraire. Ça peut être évidemment la création d'un comité parties prenantes. On commence à voir aussi la nomination de stakeholder officer. On a animé récemment avec Burdeo un webinaire sur le sujet en faisant témoigner Vincent Perrotin, par exemple, de la FDJ, ou Scarlett Élysée, qui est
responsable des relations parties prenantes de Carrefour. On peut voir aussi, là, évidemment, la nomination d'administrateurs indépendants qui représentent les parties prenantes. Et on peut même aller jusqu'à intégrer ce sujet aux critères de rémunération des dirigeants. Entendons-nous, évidemment, ces niveaux ne sont pas exclusifs les uns des autres. Au contraire, ils constituent une forme de continuum d'engagement qui est vraiment révélateur d'une ouverture progressive de la gouvernance au sujet, d'un changement progressif de culture, de mindset et de pratique. Et donc, les 18 propositions que nous vous présentons aujourd'hui et que Pierre va reprendre permettent vraiment aux entreprises de progresser d'une étape à l'autre sur ce chemin. Voilà, Pierre, je te laisse enchaîner. Alors, Pierre, on ne t'entend pas. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Je suis du coup. Oui, mais alors il va falloir que tu te rapproches du micro parce qu'on t'entend de très loin. Mais je suis en train d'emprunter un autre. Vous m'entendez ou non? Très faiblement. Alors, je vais essayer de parler fort. Ça marche là, non? Oui, ça va. Si tu parles fort, si tu soutiens bien ta voix, et si tu confirmes que tu ne t'appelles pas Armelle, mais Pierre-Victoria, tout va bien. Voilà, exactement. J'ai emprunté celui d'Armelle, vous avez tout compris, parce que le mien, manifestement, pose un problème. Merci à Agnès et merci aux Enjeux et des Hommes de nous avoir aidés à structurer pour nous, Comité 21, une pensée et réflexion que l'on avait et qui avait besoin d'une méthodologie. Une méthodologie que vient d'évoquer Agnès, mais qui en définitive est au service d'une conviction qui, pour nous, qu'il n'y aura pas de plus grande utilité sociétale de l'entreprise s'il n'y a pas une meilleure intégration des parties prenantes à tous les niveaux de l'entreprise. Vous savez à quel point le Comité 21 est attaché aux ODD. Or, les ODD, c'est par définition la question de l'utilité sociale qui est posée pour l'ensemble de ces acteurs, y compris des entreprises, que la loi Pacte, en tous les cas dans son volet sociétal, reprend cette problématique de l'entreprise dite objet collectif, pour reprendre l'expression du rapport Sénart-Nota, ou pour aller encore plus loin, l'entreprise objet politique, comme le dit entre autres Pascal Demurger, le patron de la Maïf. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de relation apaisée, novatrice et utile avec la société s'il n'y a pas une meilleure intégration des parties prenantes dans la stratégie de l'entreprise. Alors pour cela, effectivement, je reprends les 3 axes qu'Agnès a présentés. Mieux connaître ses parties prenantes. En mieux connaître ces parties prenantes, tout le monde pense peut-être les connaître, mais en fait, personne ne les connaît. C'est en tous les cas ma profonde conviction à travers ma propre expérience dans l'entreprise. Et dans l'entreprise aujourd'hui, a dû vivre l'arrivée de nouveaux acteurs inconnus et parfois insoupçonnés, et de faire en sorte que cela puisse être intégré dans une vision du débat sur la responsabilité et cette utilité de l'entreprise. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne choisit pas ces parties prenantes. Ces parties prenantes s'imposent à vous en fonction de l'écosystème dans lequel vous travaillez. Le deuxième point qu'évoquait Agnès, c'est développer la culture du dialogue. Alors, développer la culture, pour moi, c'est d'abord renoncer. C'est renoncer d'abord à toutes ces présentations que font certains dans des comités parfois incrédules, ou aux belles petites histoires qu'on appelle storytelling, où on raconte qu'à tel endroit et quelque chose, on a fait quelque chose d'intelligent. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire effectivement qu'il faut prendre en compte les vrais sujets stratégiques de l'entreprise, celles qui interpellent l'entreprise et à laquelle dont elle a besoin d'avoir des avis différents pour pouvoir le faire, mais aussi celles pour lesquelles elle est sollicitée, voire contestée, voire challengée, et d'être capable d'y répondre. En tout état de cause, mieux connaître ses parties prenantes, développer une culture du dialogue avec les entreprises, c'est nécessairement sortir de l'entre-soi, c'est apprendre à être challengé, c'est remettre en cause ses certitudes, et c'est ça que l'on appelle fondamentalement le changement de culture et d'intégrer la culture du dialogue au sein de l'entreprise. Le troisième point, c'est d'accélérer la transformation. C'est à quel point
le comité 21 a une vision de ce qu'est la transformation et que cette transformation se fera par l'articulation des différents acteurs, qu'ils soient publics, privés ou autres, mais que pour cela, il faut être capable d'intégrer ces dialogues à tous les niveaux de l'entreprise. Ce dont nous parlons, ce n'est pas nécessairement seulement des comités des parties prenantes, ce n'est pas seulement l'intégration dans les conseils d'administration des représentants des parties prenantes, c'est partout, à tous les niveaux de l'entreprise, comment ce dialogue participe à la transformation de l'entreprise. En tout état de cause, nous sommes persuadés, et ceux qui sont particulièrement actifs, ou qui ont été particulièrement actifs dans la mise en place de la loi Pacte, qui a quand même abouti à la modification de l'article 133 du Code civil qui dit que désormais, on doit gérer l'entreprise en prenant en considération les enjeux environnementaux et sociaux. Pour cela, il faut effectivement une meilleure représentation des parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Et lorsqu'on dit parties prenantes, notre travail s'est essentiellement cantonné à la question des parties prenantes externes à l'entreprise. Nous n'avons jamais oublié qu'il en existait d'autres, que l'on appelle pour certains parties prenantes internes, que d'autres appellent même parties constituantes de l'entreprise, qui sont les représentantes de salariés, qui ont aussi toute leur place au sein des organismes de gouvernance et à tous les niveaux de gouvernance de l'entreprise. Ce dont nous sommes persuadés, c'est qu'il y a des nouvelles coopérations et des alliances à nouer également entre parties prenantes internes et parties prenantes externes pour favoriser cette transformation de l'entreprise. Et quand on dit transformation, dans le fond, de quoi parle-t-on, si ce n'est de la contribution des entreprises au bien commun? C'est l'enjeu des ODD, c'est sans doute aussi l'enjeu de la loi Pacte, et ça ne se fera pas sans une prise en compte des parties prenantes à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà, alors merci à tous les deux. Alors, je vais conclure par ce que disait Madame Grégoire. Voilà, donc c'est un exercice très intéressant. Donc, je reprends, mais finalement, c'est pas mal parce que, comme elle a manifestement lu le rapport, ça fait un petit peu synthèse. Ce qu'elle était en train de dire, je me suis arrêtée à la phrase « Les dispositions de la loi Pacte ne remplacent pas les excellentes recommandations du comité 21, car l'intérêt général a besoin d'acteurs comme vous pour encourager les bonnes pratiques que la législation n'a pas forcément vocation à entériner. D'ailleurs, j'ai en tête des exemples d'entreprises qui, sans être sociétés à mission, ont déjà constitué en leur sein des comités de parties prenantes. J'apprécie que la démarche que vous proposez se veuille progressive et pédagogique pour que les entreprises ne se livrent pas à un dialogue trop rapide qui se confondrait avec un exercice de communication. Vous proposez donc 4 grandes étapes progressives auxquelles j'adhère, c'est ce que nos 2 orateurs viennent de nous expliquer. Pratiquer le dialogue, formaliser la stratégie de dialogue, professionnaliser le dialogue, impliquer les parties prenantes dans la gouvernance. Je pense d'ailleurs que ces 4 étapes sont applicables à beaucoup de thématiques de la RSE. Elles nous disent que l'on apprend en marchant et qu'il n'y a pas besoin d'être parfait sur toute la ligne pour pouvoir commencer. J'ai noté que vous étiez également très attentif à accompagner les PME qui vont avoir des obligations nouvelles dans la prochaine directive CSRD. Nous partageons donc cet objectif puisque la plateforme impactgouv.fr vise justement à rendre la RSE accessible à n'importe quelle taille d'entreprise et qui les invite à s'entraîner à la prochaine réglementation. Enfin, je partage avec vous la conviction que le dialogue avec les parties prenantes est le socle fondateur de la mesure de l'impact des entreprises, car comme vous le dites bien dans votre rapport, il crédibilise la mesure de cet impact par la sensibilisation, la responsabilisation et le partage. Et je ne vais pas vous dire les 2 phrases de conclusion beaucoup trop gentilles, et comme je ne rougis très mal en visio, je vais m'en abstraire. D'abord, moi, je remercie la ministre de ses propos. Ce que je voulais dire avant de donner la parole à nos panélistes, que je remercie d'ailleurs beaucoup d'avoir mobilisé leur début d'après-midi pour nous, c'est 2 choses principales. La première, c'est que, vous savez, nous avions, dans les années 2010, fait un premier guide. Ça n'a absolument rien à voir. On m'a récemment posé la question. En fait, le premier guide
c'était, si je résumais, comment sensibilise-t-on les parties prenantes à l'intérêt de travailler avec l'entreprise. Là, c'est vraiment un guide méthodologique avec toutes les étapes et c'est vraiment comment organise-t-on le rapport avec les parties prenantes, le dialogue avec les parties prenantes, la gouvernance nouvelle qui doit tenir compte des avis, suggestions, inspirations, pourquoi pas, des parties prenantes dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est une autre brique, et une brique d'ailleurs qui, évidemment, tient compte du chemin parcouru depuis des années. La seconde chose que je voudrais dire, c'est je suis, comme vous tous, frappée par le fait que la rentrée est secouée. Elle est secouée parce que nous sommes dans une période post-pandémique. Nous sommes dans une période où l'été a véritablement été illustré par un certain nombre de catastrophes et tout porte à croire que ce n'est pas un phénomène passager. Là, nous sommes aussi secoués, il faut bien le dire, par une situation géopolitique qui a des répercussions sur les prix de l'énergie, sur les approvisionnements en matières premières. Voilà. Je crois que pour les entreprises, et d'ailleurs le rapport de Davos de début 2021 l'avait dit très clairement, le rapport annuel sur les risques. Les entreprises évoluent de plus en plus dans un contexte risqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles essayent de faire de plus en plus de la prospective ou qu'elles se donnent des outils de pilotage. La méthodologie pour associer les parties prenantes, c'est un outil de pilotage. C'est vraiment un outil de pilotage dans un monde à risque parce que lorsque vous avez de bons interlocuteurs, eh bien, vous pouvez aborder les crises avec la confiance de vos interlocuteurs qui s'est faite avec le temps et par conséquent mieux les résoudre d'une part et d'autre part, vous pouvez mieux anticiper les réactions de la société puisque maintenant la société et la société entrepreneuriale finalement, ont des surfaces tout à fait poreuses. Donc, voilà pourquoi je pense que ce guide arrive dans ces temps un peu de tempête à point nommé pour faire face à, comme on dit, ce qui nous attend. Maintenant, et en remerciant encore une fois la présentation, j'ajoute d'ailleurs que ces 18 propositions ont vraiment été pesées, que c'est en rien de la communication, comme l'a remarqué le ministre. Si c'était de la communication, vous savez, on en a fait 10 ou 20, c'est bien connu, ou 100 comme d'autres. Mais justement, on a vraiment tenu les étapes. Et je voudrais maintenant interroger donc un certain nombre de personnalités dont la plupart ont assisté au groupe de travail. Ce groupe de travail, d'ailleurs, s'est réuni 4 fois, a réuni à peu près 35 personnes, au-delà donc du benchmark dont je vous ai parlé. Et donc, je vais commencer par vous, Monsieur Bellière. Vous êtes fondateur de Annabelle Group, donc vous êtes une PME. Comme le disait Olivia Grégoire, nous nous adressons aussi et beaucoup, les deux, aux PME et je voudrais d'abord, en vous remerciant d'être parmi nous, vous demander un peu votre impression sur le groupe de travail et surtout pourquoi vous avez considéré comme important, comme PME, d'être dans ce groupe de travail, de contribuer à toutes nos réflexions et sur justement l'ouverture de la gouvernance, de votre gouvernance aux parties prenantes. C'est à vous. Et bonjour et merci beaucoup, Madame Laville. Oui, alors le groupe de travail a été très intéressant. J'ai trouvé effectivement très ouvert aux propositions des PME, ce qui est parfois un petit peu inhabituel, on va dire. Et donc, les ETI et PME qui ont participé à ce groupe de travail, je pense, se sont sentis très bien entendus. Alors, pourquoi est-ce que ça sujet important? On classe les parties prenantes souvent, effectivement, entre internes et externes. Moi, j'ai peut-être un peu plus tendance à proposer de classer les parties prenantes entre faisant partie directement de la chaîne de valeur ou alors étant hors de la chaîne de valeur indirectement. Pour une entreprise, c'est beaucoup plus simple de se dire que les parties prenantes qui font partie de la chaîne de valeur ont un impact sur le business model
et donc qu'il faut en tout cas les écouter, et pour toutes les entreprises qui ont fait une démarche qualité, elles se doivent de le faire de toute façon, et c'est un peu plus direct. Après, quand c'est hors dehors de la chaîne de valeur, c'est un peu plus difficile à percevoir pour beaucoup de mes collègues. Et moi, j'aimerais qu'on sorte du mythe qui est de l'entrepreneur self-made man qui se fait en dehors de tout seul. Enfin, vraiment, je pense qu'une entreprise crée son business model, recrute des salariés qui ont été formés sur un territoire, utilise des moyens de transport, utilise toutes les infrastructures, la santé. Il n'y a pas d'entreprise hors sol. Et qu'une entreprise performante et résiliente l'est aussi parce que le territoire l'est. Et quelle que soit la taille de ce territoire, hein, les grands groupes internationaux, la taille du territoire, c'est la planète. La PME, souvent, la taille de son territoire, c'est le local, l'agglomération, le département ou la région. Et parce qu'elle bénéficie de toutes ces infrastructures, parce qu'elle bénéficie de ce terreau, elle se doit d'y contribuer en retour et de modifier son business model aussi pour le bien de ce territoire. Alors, merci de ces observations. Peut-être justement parce que vous avez cette vision comment dirais-je, de prise en compte de la réalité de l'environnement des PME, etc. C'est vous qui avez porté une de nos propositions assez originales, parce que jusque-là, effectivement, nous n'y avions pas pensé, vous en êtes vraiment l'auteur, c'est-à-dire les plateformes régionales composées de parties prenantes locales, qui, en l'occurrence, pourraient jouer, mais vous allez nous l'expliquer, le rôle, en fait, de comité de parties prenantes pour les PME. Alors, nous sommes très attentifs à ça parce que, vous savez, nous avons une antenne régionale. Nous sommes d'ailleurs en train d'en envisager d'autres en ce moment. Et on sent parfaitement aujourd'hui qu'après que les grandes entreprises, effectivement, aient compris l'enjeu du dialogue parties prenantes, il y a beaucoup d'aspiration au niveau local à ce dialogue, mais évidemment, pas un dialogue uniquement global, mais en fait en déclinant la fameuse proposition qui maintenant commence à dater, qui est non pas toujours du global au local, mais du local au global. Alors, comment vous envisagez d'essayer de nous dire exactement ce que seraient ces plateformes régionales? Déjà, commencer, pourquoi cette proposition, en fait? Parce que j'ai pas mal d'entrepreneurs amis donc au sein du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui sont passés société à mission, et sur la constitution du comité de mission se pose déjà le problème de intéresser les parties prenantes à participer à ce comité de mission. Bon, moi, je regarde sur notre bassin, il y a environ 7000 entreprises quand on élimine les auto-entrepreneurs, enfin les micro-entreprises. Je ne vois pas une collectivité locale, des associations locales participer à 7000 comités de parties prenantes. Donc, si on veut vraiment que l'ensemble des entreprises commencent à considérer ces choses-là, on ne peut pas envisager que toutes les entreprises constituent des comités de parties prenantes. Et donc, je pense que des regroupements auraient donc des plateformes de ce type-là, hein, mais je pense que la forme localement peut être vraiment très différente. Hein. Ça peut être la création d'une association, ça peut être un conseil de développement qui fonctionne et qui soit assez ouvert, ça peut être un pôle territorial de coopération économique dans lequel seraient effectivement représentées toutes les parties prenantes, les collectivités, les associations, le monde de l'ESS. Du coup, l'entreprise pourrait y confronter son business model et voir les évolutions à y apporter en fonction de ce qu'elle entendrait dans ce comité collectif. En fait, c'est une mise en commun de comités sur plusieurs structures. Et aujourd'hui, on pousse beaucoup à l'écologie industrielle et territoriale, la circularité sur les territoires et la coopération. Eh bien, comme on pourrait mettre en commun
de l'énergie renouvelable à plusieurs entreprises ou des moyens communs ou de la gestion de flux de matières ou de déchets en commun, et ben, on pourrait aussi mettre en commun des comités de parties prenantes. Et par exemple, dans le Loiret, pour vous, puisque vous êtes implanté dans le Loiret, est-ce que vous ne craindriez pas que cette association de parties prenantes, finalement, s'émancipe et fasse autre chose que participer au dialogue des entreprises? Je vais prendre un exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Aujourd'hui, il y a une association des conventionnels qui, en fait, a complètement quitté non pas l'esprit, mais en fait les objectifs de la Convention citoyenne et qui se comporte un peu comme un lobby pour toutes les propositions. Comment vous verriez comment dirais-je, l'évolution d'une telle plateforme si elle était constituée en association? Ouais, je pense qu'il faudrait une association à gouvernance partagée, de toute façon, et donc avec des corps, enfin, et les collèges, un collège entreprise, un collège association, un collège collectivité. Et une sorte de comité 21, quoi. Voilà. En fait. Voilà. D'accord. Et alors, vous, aujourd'hui, comment vous faites? Je veux dire, comment vous intégrez les parties prenantes? Alors, la première chose, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on a une gestion du risque. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise soit résiliente, elle est obligée d'anticiper ce qui pourrait arriver de pire et de gérer le risque. Donc, on a fait des cartographies depuis très longtemps de nos parties prenantes. On a ressorti les plus impactantes et on a, nous, carrément, alors c'est un petit groupe d'entreprises, c'est 4 entreprises et chaque entreprise, c'est une dizaine de personnes. Et en identifiant les parties prenantes, pour chaque entreprise, on a fait des modèles différents et on a associé carrément au capital les parties prenantes. Ah oui. Jusqu'à leur laisser la majorité pour qu'elles ne se sentent pas dépossédées de la capacité. Avec quel statut juridique d'entreprise? Alors, c'est essentiellement des SAS. Voilà. Et du coup, on fait des distributions gratuites de parts aux salariés. Donc, sur 2 des structures, les salariés sont majoritaires. Et sur une structure, il y a les salariés et des clients, en fait, qui sont des distributeurs, qui sont des partenaires essentiels. Sur une autre, c'est des fournisseurs, parce que c'est là qu'a été jugé le plus impactant pour notre business model. Et donc, ils participent complètement de ce fait à la gouvernance. Et puis, c'est quand même, les salariés sont donc, comme je vous dis, plutôt majoritaires parce qu'on leur demande une implication. On travaille beaucoup sur l'émancipation, l'autonomisation des personnes. Et on leur propose un modèle qui leur permet de s'investir énormément et de s'approprier le projet d'entreprise. Mais l'inconvénient qu'on a dans ce type d'entreprise, c'est que si le dirigeant décide de la vendre du jour au lendemain, ils se sentent un peu trahis ou en tout cas orphelins et ils peuvent passer du tout au tout. Là, au moins, elles maîtrisent leur avenir. Alors après, localement, c'est ce qu'on essaye de faire. On a développé un espace, une association d'ailleurs qu'on a créée pour aider les entreprises à transformer leur modèle et s'adapter à l'avenir. Et au fur et à mesure qu'on travaille, on travaille beaucoup avec les structures d'insertion. Et donc aujourd'hui, les structures d'insertion locales adhèrent à cette association. Les collectivités, on a des projets communs avec. Donc on a plusieurs projets autour de l'EIT et on postule sur un PTCE. Et cette association fonctionne un peu comme un prototype de ce que j'expliquais tout à l'heure, où on va construire des projets en fonction des besoins des entreprises, en fonction des besoins des collectivités et du monde de l'insertion. Merci, c'est passionnant et j'ai envie de dire que le Loiret est le royaume des parties prenantes quand même, parce qu'il y a quand même assez peu de, comment dirais-je, d'édifices aussi conçus et aussi pensés là-dessus. Merci beaucoup. On va quitter le type d'entreprise que vous représentez et aller vers un géant, encore plus aujourd'hui, qui est Veolia.
avec Armelle Perrin-Guinaud, qui est la directrice adjointe du développement durable de Veolia, qui nous a d'ailleurs beaucoup accompagnés à tous égards pour faire ce guide méthodologique. Et Armelle, on se connaît bien, vous connaissez bien le comité 21. Et ce que je voudrais d'abord vous demander, c'est, nous tenons beaucoup, on l'a forgé tous ensemble, à cette notion de partie prenante impactée, impactante et intéressée. Parce qu'en fait, nous considérons qu'il y a plusieurs cercles dans les parties prenantes et c'est un des apports de notre méthodologie de les traiter à la fois chacune à leur place et ensemble. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'une telle distinction apporte à une entreprise comme Veolia, qui a évidemment une grosse expérience, en particulier avec le comité Critical Friends, dont on dira un mot tout à l'heure. Tout à fait. Merci Bettina. Alors, j'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. OK. Alors, effectivement, nous, quand une entreprise met en place une démarche de partie prenante, il y a une première étape, comme Agnès l'avait rappelé tout à l'heure, qui consiste en l'identification de ces parties prenantes. Donc, pour ça, on peut s'appuyer sur différentes méthodologies. On peut réaliser des cartographies qui vont notamment permettre d'avoir une analyse sur l'influence et le positionnement de ces parties prenantes. Est-ce que ce sont des parties prenantes qui sont favorables ou défavorables à l'activité de l'entreprise ou indifférentes? Quelles sont les attentes de ces parties prenantes? Quel est l'historique de la relation avec les parties prenantes? On essaye vraiment d'aller dans l'identification pour comprendre qui on a en face. On peut appuyer également ce travail sur une analyse de matérialité, ce qui va permettre de connecter aux enjeux de l'entreprise. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un travail qui soit à la fois suffisamment précis pour faire sens pour l'entreprise, pour qu'on ait vraiment du détail et de la connaissance sur ces parties prenantes, mais qui soit également sélectif, parce que le risque, c'est d'avoir une liste absolument interminable de parties prenantes qu'on ne puisse pas exploiter et qu'on ne puisse pas utiliser dans cette démarche de relation avec les parties prenantes. La typologie donc, que le comité 21 propose dans ses 18 propositions, donc, qui différencie les parties prenantes impactées, les parties prenantes impactantes et les parties prenantes intéressées. Moi, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle induit la notion d'impact et également une pondération dans cet impact, de voir entre ces différentes parties prenantes sur lesquelles, effectivement, on peut s'appuyer et également de mieux comprendre les interactions entre les parties prenantes et l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mesurer le niveau d'impact que ces parties prenantes elles subissent ou elles créent selon la catégorie dans laquelle elles se trouvent. Et je trouve que ça donne une matrice qui est beaucoup plus interactive, qui est, contrairement à des cartographies qui sont peut-être plus figées et quelque part sont des tableaux en 2D, là on est sur quelque chose de dynamique, plus en 3D et qui ne va pas être figé, mais qui va suivre l'aspect évolutif des parties prenantes. Donc, l'intérêt que je vois pour l'entreprise, c'est peut-être d'avoir une meilleure prise en compte de l'évolution des parties prenantes qui elles-mêmes évoluent en fonction des décisions que peut prendre l'entreprise, mais également des attentes de la société, des attentes sociétales ou environnementales. Ce n'est pas un bloc figé et monolithique. Donc, il y a vraiment besoin, et je trouve que la proposition de typologie, elle aide à avoir quelque chose de plus évolutif et de prendre en compte cette notion d'impact. Si je connecte avec ce qu'on fait chez Veolia, donc comme je disais, on a mis en place un travail de cartographie chez nous, qu'on a réalisé à différents niveaux. Et aujourd'hui, on a mis les parties prenantes au cœur de notre raison d'être, qui le dit très clairement. La prospérité de Veolia est fondée sur son utilité pour ses parties prenantes, pour l'ensemble de ses parties prenantes, que ce soit ses salariés, ses fournisseurs, ses clients,
les actionnaires, les populations actuelles et les générations futures. Aujourd'hui, on travaille à la déclinaison de notre plan stratégique, qui d'ailleurs s'appelle Impact 2023. Et dans les plans d'action, on cherche à prendre en compte les impacts sur les différentes parties prenantes. Et donc, l'intérêt, moi, je trouve, pour nous, de cette typologie, c'est que ça va nous permettre d'aller un cran plus loin dans notre réflexion autour de l'impact et de la mesure, pour pouvoir également nous aider à structurer derrière toute la dynamique d'action qu'on va mettre en place et d'être vraiment dans un schéma beaucoup plus évolutif et moins figé. Donc, c'est un outil qu'on va sûrement mettre en application et à différentes échelles dans nos propres sujets de relations parties prenantes. Et est-ce que vous pensez que c'est un outil utile autant pour pour toutes les activités internationales ou simplement pour certaines? Enfin, est-ce que ça peut correspondre à l'ensemble d'une activité mondiale comme celle de Veolia? Alors, je pense que c'est un outil qui va demander d'être un peu pris en main, peut-être d'être d'abord testé effectivement sur peut-être un contrat, peut-être que ça sera plus facile pour l'appréhender sur une entité bien déterminée, et pourquoi pas après avoir quelque chose qui puisse être plus généralisé. C'est vrai que nous, on a quand même un travail assez poussé vis-à-vis de nos parties prenantes, mais on remarque quand même que le zoom local, il est particulièrement pertinent. Et en tout cas, c'est là où derrière, on peut aussi avoir des choses, peut-être aller un cran plus loin et sur lequel il y a aujourd'hui des besoins importants. D'accord. Alors, en fait, vous avez un comité qui est le comité Critical Friends, qui a presque 10 ans, je crois. Donc, vous avez été pionnier dans ce type d'initiative. Alors, pourquoi ce Critical Friends ne s'appelle pas comité de parties prenantes? Et finalement, est-ce que c'est un comité de parties prenantes? C'est une très bonne question. Alors, effectivement, ce n'est pas tout à fait un comité de parties prenantes. Ce sont des amis critiques, comme on aime à les appeler, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le choix d'avoir dans ce comité un représentant par type de partie prenante et qui viendrait porter peut-être la voix un peu plus spécifique de sa partie prenante sous forme un peu de revendication. Nous, on a fait le choix, donc depuis, je crois que c'est 13 ans, d'avoir un comité qui est plutôt constitué d'experts, experts des enjeux environnementaux et sociétaux, qui ont vraiment un ton très libre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à la fin des comités, on fait des synthèses et on n'a jamais une recommandation. Enfin, c'est plus des propos et des discussions avec différents niveaux de recommandations, mais on n'a pas un tampon comité Critical Friends. Voilà, c'est vraiment un espace de dialogue qui est extrêmement intéressant, extrêmement précieux pour l'entreprise parce que on a tout cet apport et cette expertise de nos parties prenantes. Et donc, ça va nous challenger sur des sujets en lien avec la responsabilité, mais aussi le développement de l'entreprise. Il faut savoir là qu'on a beaucoup associé nos Critical Friends à la fois en amont de la construction de notre raison d'être, pendant toute l'année où on a travaillé sur la construction de la raison d'être, mais aujourd'hui, donc elle a été publiée en 2019 et depuis, les Critical Friends donnent un peu leur avis aussi sur l'accomplissement de cette raison d'être. Donc, ils sont. Est-ce que je peux vous poser une question très indiscrète? Veolia, évidemment, ça a été beaucoup interrogé sur l'affaire Suez, etc. Est-ce que le dialogue va jusqu'à prendre l'avis des Critical Friends sur ce qui s'est passé avec Suez et l'absorption d'une partie de Suez? Ça a été un sujet qui a été abordé et notamment sous l'angle de la raison d'être. La question est de savoir aussi, est-ce que la raison d'être de Veolia, elle demeure toujours par rapport à cette actualité importante pour la vie de l'entreprise? Oui, ça fait partie des sujets qui ont été abordés dans le cadre du comité Critical Friends et on est très attentif aussi aux avis qui sont transmis par nos Critical Friends. Et dans la même veine, en l'occurrence, est-ce que je veux dire, en quoi
qui préside ce comité? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et est-ce que vous avez quelqu'un dans la gouvernance qui est particulièrement en charge de ce comité? Alors, donc le comité est présidé par une personnalité indépendante, qui effectivement est un représentant externe. Et le comité, il reporte directement au PDG de l'entreprise. Donc, c'est les Critical Friends du PDG, même si les sujets dépassent, sont vraiment des sujets de gouvernance et de stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, on a une personne qui suit le comité, on va dire, dans les déroulés, dans les réflexions et dans l'animation de ce comité. Et là où on travaille aujourd'hui, c'est sur le lien avec la gouvernance de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une instance qui est séparée. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir davantage de connexion entre ces travaux et le conseil d'administration. On a déjà fait des choses, notamment il y a quelques années, on ne sait pas forcément, Veolia a une activité liée au charbon qui avait fait l'objet de consultations auprès des Critical Friends pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire de toutes ces activités. On avait, à la demande de notre PDG, poursuivi la réflexion des Critical Friends en élargissant à d'autres parties prenantes, mais vraiment plus expertes des sujets liés à l'énergie et au charbon. Et ensuite, on a fait une remontée de ces propositions au conseil d'administration, ce qui aboutit au positionnement de Veolia par rapport à ces activités pour donc ne plus prendre de nouvelles activités liées au charbon uniquement. Je trouve que c'est l'illustration même du deuxième cercle, c'est-à-dire impactante, impactée, et puis sur un sujet intéressé, en fait. Complètement. Si on rapporte à nos propositions, c'est exactement ça. Complètement. Et vraiment, aujourd'hui, c'est ça, c'est ce lien pour que ces travaux-là, ils soient aujourd'hui davantage connectés au conseil d'administration. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut formaliser peut-être un moment d'échange avec le président des Critical Friends et le conseil d'administration. Donc, ça, c'est dans les tuyaux et les prochaines étapes de gouvernance de ce comité. Merci beaucoup, Armelle. Merci d'ailleurs de votre implication dans ces travaux. Et puis, ce que je retiens, c'est que malgré le degré d'avancement très important où vous êtes à Veolia, eh bien, vous avez la gentillesse de dire que nos propositions vont être utiles, en particulier par rapport à votre cartographie, etc. En fait, c'est notre but au Comité 21 de faire avancer les choses. Je vais me tourner maintenant vers le monde de la finance, comme on dit, avec Pauline Becquet, que je remercie beaucoup d'être parmi nous, qui est déléguée générale de Finance Tomorrow. Et en fait, je t'interroge un peu à double titre, représentante évidemment des banques et assureurs, des investisseurs et partie prenante des entreprises. Alors, en cette veille de Glasgow, en ce premier jour de pré-COP aujourd'hui, on dit beaucoup que le monde de la finance change, que les investisseurs ont pris la mesure qu'il fallait justement diriger les investissements vers des activités non polluantes et faire sortir tout ce qui est les faire sortir de tout ce qui finalement apporte des excès de CO2 et des émissions trop importantes. Alors, je voudrais vous demander qu'est-ce qui fait bouger aujourd'hui tous les acteurs financiers, et est-ce que dans le monde de la finance, dans les banques, cette conscience qui paraît aujourd'hui réelle va jusqu'à modifier, à travers la participation des parties prenantes, la gouvernance de vos entreprises et de vos établissements? Alors, merci beaucoup, Bettina, pour l'invitation. Je vais peut-être répondre en plusieurs étapes et je vais juste commencer par une présentation extrêmement rapide de Finance for Tomorrow pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, Finance for Tomorrow, en fait, c'est une branche de Paris Europlace qui a vraiment pour objectif, en fait, d'accompagner tous les acteurs financiers et tout l'écosystème à la transformation des pratiques de la finance vers la finance durable.
Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 85 membres, à la fois des acteurs financiers, mais aussi des entreprises, des think tanks, des ONG, et les pouvoirs publics sont associés, qui travaillent tous ensemble pour justement accompagner la transformation de ces pratiques et les mettre en cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris et du développement durable. Donc, le premier point que je voudrais faire pour répondre à votre question, c'est d'abord de dire que les investisseurs, finalement, en fait, je vais d'abord parler des investisseurs vis-à-vis de leurs attentes vis-à-vis des entreprises, et puis ensuite de parler comment eux aussi modifient leur gouvernance. Donc, les investisseurs, ils se sont toujours intéressés à la gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent. C'est l'un des 3 piliers clés d'une analyse extra-financière. On a le pilier environnemental, le pilier social et les critères de bonne gouvernance. Et donc, finalement, cette intégration, cette ouverture aux parties prenantes, ça fait partie des sujets que les investisseurs responsables, en tout cas qui mettent en place des analyses ESG, prennent en compte. Donc, parmi les critères de bonne gouvernance, un peu classiques, on a des critères sur la composition du conseil d'administration. Est-ce que les administrateurs ont bien les compétences et expertises adéquates pour prendre les bonnes décisions? On a le côté indépendance des administrateurs, la diversité du board. On a tout un volet éthique des affaires. Est-ce qu'il existe un système d'alerte et de gestion des risques au sein de l'entreprise, mais y compris pour faire remonter, par exemple, des alertes qui viendraient des communautés locales qui pourraient être impactées par des activités de l'entreprise. On a tout le volet politique de rémunération, des indicateurs sur le ratio d'équité, la rémunération des dirigeants, le partage de la valeur entre salariés et actionnaires, et puis d'autres principes directeurs sur la répartition des pouvoirs, l'intégration des parties prenantes au sens large. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour un investisseur responsable, en tout cas, est classiquement regardé. Mais on va désormais vers une attention accrue à l'ouverture aux parties prenantes externes à l'entreprise, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un moyen d'anticiper les risques environnementaux et sociaux et de gouvernance. Finalement, avoir une gouvernance ouverte aux attentes des parties prenantes, c'est un prérequis pour une bonne gestion des risques. Je vais donner quelques exemples. Un manque de concertation avec les parties prenantes, ça peut créer des controverses, ça peut mettre en péril les projets qui vont être financés. Si je prends les exemples des projets ENR, on constate qu'il y a de plus en plus de recours vis-à-vis des projets d'énergie renouvelable sur les territoires. Juste par exemple sur les projets éoliens en mer, tous les projets ont fait l'objet d'un recours. Et donc, forcément, ça prend du retard du coup, dans la mise en œuvre de ces projets. Et donc, il y a une durée vraiment très importante entre la décision d'investissement dans ces projets et leur concrétisation. Donc, forcément, un investisseur qui veut investir dans ces projets-là, il va s'interroger sur est-ce que l'entreprise, le porteur de projet, il prend bien en compte les attentes des parties prenantes, il a organisé une concertation, etc. Un deuxième exemple, c'est sur les risques en matière de responsabilité, qui sont très liés à la montée de la prise en compte des risques climatiques. Donc, dans les risques climatiques, on dit souvent qu'il y a 3 catégories de risques, les risques physiques, les risques de transition et les risques en matière de responsabilité, c'est-à-dire vraiment les risques que l'entreprise soit attaquée sur des sujets liés aux risques climatiques. Et ces risques, ils vont vraiment croissant. L'ONU fait un rapport annuel sur les litiges climatiques et on assiste vraiment à une croissance de ces recours où les citoyens saisissent des cours de justice pour exercer leurs droits à un environnement plus pérenne. Donc, dans le dernier rapport de l'ONU, ils indiquent qu'ils recensaient en 2017 884 cas dans 24 pays et en 2020, ils recensaient 1550 cas dans 38 pays. Donc, on va vraiment vers un accroissement de ces risques. Si vous me permettez une appréciation, ce n'est qu'un début. Tout à fait. Nous partageons tout à fait. Et puis ensuite, il y a aussi les réglementations qui évoluent, les réglementations autour de justement qui encadrent le reporting des investisseurs qui doivent rendre compte de leur stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, de la façon dont ils prennent en compte ces critères lorsqu'ils investissent. Il y a vraiment, au niveau européen, il y a des nouveaux règlements, notamment un règlement qui s'appelle le Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui impose à tous les investisseurs de rendre compte justement de la façon dont ils prennent en compte les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur choix d'investissement.
et qui intègre aussi des obligations de transparence, par exemple, sur les pratiques de rémunération des gérants en fonction de ces critères. Donc, l'évolution des pratiques dans le secteur financier, elle pousse aussi à l'évolution dans les entreprises, puisqu'on a des nouveaux règlements qui s'appliquent à tous les acteurs financiers, qui demandent plus de transparence sur ces sujets-là, et donc, de fait, ça va découler vers les entreprises, puisque les investisseurs sont des parties prenantes des entreprises, et donc leur demande des choses et de mettre en place certaines stratégies et de répondre à certaines questions des investisseurs. Si je termine juste sur le volet réglementaire, on a aussi bien sûr en France la dynamique de la loi Pacte qui, en intégrant notamment la raison d'être, mais aussi le fait que l'entreprise doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, et bien forcément, ça implique que l'entreprise doit s'ouvrir aux parties prenantes et donc les investisseurs vont aussi de plus en plus regarder, au-delà de la gouvernance interne, vraiment cette ouverture aux parties prenantes externes. Aujourd'hui, pardon, allez-y. Non, ce que je voudrais vous demander, c'est moi, je m'interroge beaucoup quand je lis tout ça, que je trouve ça passionnant, je trouve que c'est une vraie révolution et que c'est vraiment ça qui peut faire changer les choses, parce que si on n'investit plus dans les activités polluantes, je veux dire, il n'y aura plus d'activités polluantes, alors pas tout de suite, mais enfin peu à peu. Donc, c'est vraiment un levier extraordinaire. Et en toute franchise, puisqu'on n'est jamais exempt, donc on est entre nous, est-ce que véritablement aujourd'hui, il y a une censure de la majorité des investisseurs par rapport à des cas, des projets d'investissement, des propositions d'investissement qui garderaient une part importante de charbon ou une part importante d'activités polluantes? Complètement. En tout cas, on va vers ça. En 2019, il y avait une déclaration de place qui rassemblait tous les acteurs financiers via leur fédération professionnelle, donc qui représentaient le secteur bancaire, le secteur des assurances, du private equity, de l'asset management, sur le fait d'inciter tous les acteurs financiers à définir des stratégies de sortie du charbon. Sur la question du charbon, en France en tout cas, il y a vraiment un consensus sur le fait qu'il n'y a plus de place pour le charbon et qu'il faut avoir des stratégies de sortie, c'est-à-dire vraiment déterminer des dates qui sont généralement 2030 pour l'OCDE et l'Europe et 2040 pour le reste du monde, où il ne peut plus y avoir de place pour des activités liées au charbon dans les portefeuilles d'investissement. Donc ça, c'est très clair. Là, on est en train, tout le monde financier est en train de se positionner, d'élaborer des politiques sur la question de l'oil and gas. Alors, c'est plus complexe. Je ne dirais pas qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut sortir de l'oil and gas là tout de suite. En revanche, il y a vraiment de plus en plus de voix scientifiques qui s'élèvent, et y compris l'Agence internationale de l'énergie, qui s'élève pour dire en tout cas, il n'y a plus de place pour de nouveaux projets d'expansion. Le coup de gong, ça a été le dernier rapport de l'Agence internationale. Ça, exactement. Et là, ils sont très clairs. On ne peut pas, il n'y a pas de place pour des nouveaux projets d'expansion. Donc, les investisseurs, ils sont tous en fait en train de travailler sur leur politique oil and gas, justement sur leur stratégie d'investissement oil and gas. Est-ce qu'il faut, quels sont les critères pour progressivement s'aligner avec les objectifs de l'accord de Paris? Et on a vraiment en plus des obligations de transparence pour expliquer comment les portefeuilles d'investissement ou de financement sont alignés avec ces objectifs de l'accord de Paris. Donc forcément, les investisseurs, les acteurs financiers regardent ce qu'il y a dans leur portefeuille et regardent les secteurs les plus émetteurs de CO2 et vont prendre des décisions d'investissement et de réallocation des actifs en fonction aussi de ce qu'il y a dans leur portefeuille. Mais il y a aussi pardon de vous interrompre. Est-ce que du coup, vous regardez aussi le degré de consultation de parties prenantes, de travail avec les parties prenantes, des entreprises où les investisseurs mettent des fonds? Est-ce que pour vous, c'est un critère, cette affaire de parties prenantes? Est-ce que aussi, question subsidiaire, vous-même, les banques, etc., commencent à avoir des comités de parties prenantes, j'allais dire, agissants?
Alors, complètement. C'est tout à fait un critère. C'est ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire que l'ouverture aux parties prenantes dans la gouvernance, on l'a toujours regardé, mais il y a un focus qui se fait de plus en plus important justement à cette ouverture aux parties prenantes externes, et notamment sur la question des risques climatiques, de la stratégie climat de l'entreprise en fait. C'est vraiment un vrai focus. Il y a une montée de ce qu'on appelle le Say on Climate, où on demande aux entreprises de demander à ses actionnaires de se prononcer en fait sur la stratégie climat qu'elles mettent en œuvre. Donc cette question, elle est de plus en plus regardée. Et puis il y a aussi une question aussi d'adéquation entre les engagements pris par les entreprises, les annonces qu'elles font et les réalisations effectives. Et donc l'ouverture aux parties prenantes, c'est aussi un moyen de s'assurer finalement de la lutte contre le greenwashing et de la bonne prise en compte des impacts environnementaux et sociaux par les entreprises. Et alors, chez les acteurs financiers eux-mêmes, comme toutes les entreprises, on se met en ordre de marche pour ouvrir leur gouvernance aux parties prenantes externes. Et ça se fait surtout justement sur cette question climatique, où ce qui se développe beaucoup ces dernières années, c'est la mise en place de comités scientifiques, en fait, d'experts techniques qui vont vraiment apporter leur éclairage sur ces questions de changement climatique, parce que ce sont des sujets extrêmement complexes et techniques sur lesquels la gouvernance de nos entreprises en fait, a besoin d'un appui scientifique et d'experts pour prendre des décisions éclairées. Donc ça, sur la question des risques climatiques, c'est vraiment quelque chose qui se développe chez les acteurs financiers. Et est-ce que dans votre secteur, ces fameuses 18 propositions font sens, le côté progressif, etc. Ah bah oui, complètement. Je pense que les propositions qui ont été élaborées par le comité 21, elles s'appliquent à tout type d'entreprise, y compris aux acteurs financiers. Donc, ça fait complètement sens. Et puis, même l'idée des démarches collectives qui étaient plutôt poussées par les PME, je ne peux qu'adhérer puisque Finance for Tomorrow, notre raison d'être, c'est justement de créer ce débat de l'écosystème et de rassembler toutes les parties prenantes autour de la table dans cet objectif commun de transformer les pratiques de la finance. Donc, voilà, je pense qu'elles font sens. Merci beaucoup, Pauline. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer à travailler ensemble parce que nous avons eu hier un séminaire d'orientation du comité 21 et on souhaite beaucoup approfondir ces questions sur les investissements, etc. Donc, à bientôt. Avec plaisir. Et merci. Et je vais donner la parole à Denis Thérien, qui préside l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Je le remercie beaucoup d'être avec nous. J'ai envie de vous poser, mais je sais un peu la réponse, je vais vous dire pourquoi. Quelle est la position de l'IFA sur la place des parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise? Mais en même temps, vous avez publié récemment un guide sur les parties prenantes justement dans la gouvernance. Donc, je voudrais savoir quel regard vous jetez sur le nôtre. Le vôtre est très ciblé sur l'objet de votre association, c'est-à-dire veiller à améliorer la gouvernance. Mais je voudrais un petit peu que vous nous en disiez un mot et que vous nous donniez votre appréciation. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est vraiment une joie de participer à ces débats. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'IFA, on regroupe 3500 administratrices et administrateurs et on réfléchit sur une gouvernance responsable, créatrice de valeur durable, en prenant en compte le bien commun. Aujourd'hui, l'IFA, c'est plus de 500 administratrices et administrateurs, tous praticiens, qui se réunissent tous les mois pour réfléchir sur des nouvelles pratiques de gouvernance, que ce soit la gouvernance des sociétés cotées, des ETI familiales, des startups scale-up, ou sinon des sujets comme l'ESG ou le climat. Voilà vraiment en résumé ce qu'est l'IFA. Alors, le sujet des parties prenantes est effectivement essentiel dans la gouvernance. Et d'ailleurs, comme vous le rappeliez vous-même, la commission juridique de l'IFA a publié une réflexion sur la place que l'on voit des parties prenantes au sein de la gouvernance de l'entreprise. C'est un rapport qui est sorti
en décembre 2020. Donc, vous voyez, il a quelques mois. Et pour ceux qui sont membres de l'IFA, vous pouvez aller sur le site de l'IFA et le downloader. Alors, si jamais on se remet un tout petit peu en histoire, depuis l'origine du droit de la société, ça a toujours pris en compte les parties prenantes. C'était avant les créanciers au sens large, que ce soit les associés, les financeurs, les clients, les fournisseurs. Donc, la loi a toujours regardé aux parties prenantes. Et la RSE a eu pour objet d'élargir ce cercle à d'autres parties prenantes qui n'ont pas de relation directe avec l'entreprise. Donc, et ce que je tiens à relever ici, c'est parce qu'on parle de la loi, donc le sujet est traité de manière très, très différente dans les pays, que ce soit, par exemple, en Angleterre, la différence entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'Angleterre a un système juridique où il y a un conseil d'administration et un DG, et donc une séparation très forte entre l'exécutif et la gouvernance. En Allemagne, par exemple, il y a un conseil de surveillance et un directoire. Et dans le conseil de surveillance, il doit y avoir 50% des représentations du personnel. Donc, on voit là que la loi, l'histoire et la juridiction des sociétés ont un impact très, très fort sur les parties prenantes. Alors, aujourd'hui, on va parler de la France, mais je tiens à rappeler que l'Europe va passer en 2023 une loi qui va être absolument clé pour les parties prenantes. Ça va être comment on mesure l'extra-financier. Et cette loi qui est en travail actuellement sera votée en 2023 pour passer en loi en 2024 pour toutes les sociétés d'au-dessus de 250 salariés. Bon, donc revenons aux parties prenantes. Alors, il a été très bien expliqué avant qu'il y a les parties prenantes internes à l'entreprise, les salariés, les syndicats, le management, et externes à l'entreprise. Et c'est là où il y a comme les actionnaires ont une place un petit peu particulière parce que même s'ils sont internes à l'entreprise, il y a des décisions dans lesquelles ils ont le pouvoir unique. Alors, on se réjouit parce que les réformes qu'il y a eu sur les obligations d'entreprise demandent de considérer maintenant l'impact des entreprises sur la société et l'environnement. Alors, si jamais on essaie de réfléchir pourquoi il y a ça aujourd'hui, pourquoi il n'y avait pas ça il y a 50 ans, plusieurs raisons. C'est peut-être qu'il y a 50 ans, l'entreprise voyait bien moins l'impact négatif qu'il y a. Deuxièmement, à l'époque, l'État était beaucoup plus fort et l'État pouvait réguler ou compenser tout un tas de ses activités. Aujourd'hui, l'État étant affaibli, demande à l'entreprise de prendre cette responsabilité, de faire en sorte qu'il y ait un monde plus uni, plus de formation et qu'on fasse plus attention à la planète. Et toutes les lois, que ce soit de début de la première loi NRE en France en 2001 jusqu'à la loi Pacte, je ne vais pas toutes les reprendre, à chaque fois, on a challengé l'entreprise pour qu'elle soit encore plus responsable. Alors aujourd'hui, les parties prenantes externes à l'entreprise aussi regardent les entreprises d'une manière beaucoup plus attentive. Et quand on parle beaucoup des activistes, qu'est-ce que font les activistes? Ils disent, voilà, une entreprise a une raison sociale qui est X ou a une mission qu'elle a votée dans ses statuts qui est Y. Si jamais elle ne l'applique pas, alors on va attaquer l'entreprise. Et donc, il y a énormément de parties prenantes externes à l'entreprise qui scrutent très attentivement ce que font les entreprises, que ce soit ça, ou les consommateurs qui demandent à l'entreprise d'être responsable, ou même aujourd'hui, on peut en parler avec beaucoup des grosses entreprises qui ont du mal à recruter si jamais ils ne sont pas responsables. Alors, cette responsabilité élargie vis-à-vis de la société demande plusieurs éléments au niveau du conseil. Premièrement, et on se réjouit, c'est la diversité du conseil d'administration. Là-dessus, la France est en avance avec deux éléments. Premièrement, c'est la loi Copé-Zimmermann qui a fêté ses 10 ans, qui demandait une parité en termes de genre, 40% d'un genre ou d'un autre. Et deuxièmement, c'est la loi Pacte qui a passé de 1 à 2 les administrateurs salariés. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, au mois d'août, le Nasdaq, donc aux États-Unis… Pardon de vous challenger, comme on dit. Patricia Barbizet, dans un dernier rapport du Haut Comité de la gouvernance, dit que c'est très bien, mais qu'il faut encore aller plus fort. Sur quel élément? Sur la parité dans les conseils, on y est là. Oui, voilà. Dans la parité dans les conseils d'administration, c'est 46% de femmes et 54% d'hommes. Donc, on y est. Voilà. Là où il y a effectivement discussion en France, c'est sur les comités exécutifs.
Oui. Sur les employés salariés, on est passé de 1 à 2, donc on a augmenté de 100%. On va dans le bon sens. Est-ce qu'on peut aller à 50%? Je ne crois pas aujourd'hui parce que la loi française n'est pas comme la loi allemande et l'histoire est différente. Voilà. Donc là-dessus, il faut aussi bien connaître sa loi et voir si c'est possible. En revanche, ce qui s'est passé, donc le Nasdaq a demandé à toutes les sociétés côté Nasdaq d'avoir 2 représentants qui font partie de la diversité. Et ça a même été accepté par la SEC. Donc c'est fantastique. C'est-à-dire que là-dessus, la France était en avance sur l'Europe, l'Europe était en avance sur les États-Unis et les États-Unis suivent les avancées de diversité sur le Conseil. Donc ça, c'est très, très important pour nous. C'est la clé numéro 1 de comprendre les parties prenantes, c'est d'avoir autour dans le Conseil des gens qui sont divers et qui ont finalement un regard extérieur différent. Et d'ailleurs, en France, on peut noter qu'il y a 60% des administrateurs qui sont indépendants de l'entreprise contre moins de 50% dans d'autres pays. Alors, comment on réfléchit à prendre en compte aux parties prenantes? Aujourd'hui, il y a une suggestion qui est faite sur la loi qui est de dire pourquoi vous ne constituez pas un comité de parties prenantes? Alors, c'est bien. Là-dessus, je ne suis absolument pas pour une législation dessus. De même qu'on parle beaucoup d'entreprises à mission, c'est très, très bien d'avoir des entreprises à mission, mais je ne suis pas sur une taille sert à tout. Il y a en France des associations, il y a des scopes, il y a des fondations. Attention de ne pas voir tout dans une forme en disant l'entreprise à mission est l'ultime de l'entreprise. Non. L'entreprise à mission est une forme d'entreprise qui est très, très bien pour certains événements, pour certains choix du conseil des administrateurs et des actionnaires, mais pas pour tous. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a nécessité de constituer une partie prenante? C'est, je pense, une bonne idée. En revanche, là aussi, tout est une question d'équilibre. Un comité de parties prenantes n'est pas un membre du conseil d'administration. N'oubliez pas que ce sont des gens qui sont externes à l'entreprise. Et l'entreprise est quand même constituée par des hommes et des femmes qui sont unis sur un projet commun en partageant une même culture. Et des gens qui sont extérieurs à l'entreprise ne doivent pas lui imposer une manière de former. Donc oui, on est favorable à la constitution d'un comité consultatif des parties prenantes dans lequel il se réunit et il donne des suggestions, des recommandations au directeur général qui, lui, doit gérer au mieux la complexité de l'entreprise. Et n'oubliez pas que le directeur général doit gérer avec la concurrence qui est là, faire des produits et des services, payer ses employés, payer ses impôts et faire attention aux parties prenantes. L'entreprise n'est pas là pour faire attention aux parties prenantes. L'entreprise est là pour faire une création de valeur et après, il faut savoir distribuer cette création de valeur. Est-ce que ça veut dire que vous êtes complètement opposé dans l'avenir à un pourcentage qui évidemment est raisonnable, comme on dit, de personnes au conseil d'administration qu'on nomme partie prenante pour la facilité, mais qui est surtout un lien sociétal, un lien venant de la société avec l'activité de l'entreprise. Parce que finalement, ça se fait déjà. Quand on invite à un conseil d'administration des personnalités qualifiées, etc., c'est le cas. Oui, mais c'est au choix du conseil d'administration de le choisir. Je ne souhaite pas qu'il y ait, et là-dessus, la France a une tendance à vouloir tout légiférer, et ça bloque les systèmes. Plus on légifère, plus l'entreprise est tenue, et on peut voir aujourd'hui que même depuis Hollande et Macron, les 2 derniers présidents ont finalement allégé les lois françaises parce qu'ils se sont aperçus comme étant tellement de lois, on ne créait plus d'emplois. Donc, on est allé, je pense, un petit peu trop loin dans la législation dans tous les sens. Je ne suis pas pour une législation là-dessus, je suis sur une recommandation. Donc, oui, il faut écouter les parties prenantes. En revanche, il faut laisser les actionnaires, finalement, lors de l'AG et le conseil d'administration, de décider au mieux comment faire avancer. Donc, vous n'êtes pas du tout fermé, mais il ne faut pas que ça soit une contrainte. Absolument. Donc, qu'est-ce qui est important pour ce comité des parties prenantes? D'abord, c'est bien définir quelle est sa mission. Et encore une fois, sa mission n'est pas de remplacer le conseil d'administration. Il faut… attention, parce qu'on voit… toute gouvernance n'apporte pas toujours le succès, mais on voit qu'une mauvaise gouvernance apporte toujours les échecs d'entreprise.
On peut citer les cas de Renault, entre autres, et de tout un tas d'autres. Dès qu'il y a une mauvaise gouvernance ou un mauvais alignement, quand les gens ne sont pas à sa place, alors l'entreprise chute. Donc, d'abord, il faut définir quelles sont les missions, les objectifs à atteindre. N'oubliez pas que c'est un organe consultatif. Deuxièmement, quelle est la composition? Et là-dessus, c'est bien d'avoir des mandats entre 1 et 3 ans, un petit peu comme un conseil d'administration, et il faut le définir. D'accord? Et après, avoir, comme vous le disiez vous-même, des personnes qualifiées. Michelin, par exemple, compte un philosophe dans son comité. Veolia, un enseignement-chercheur. Il y avait tout à l'heure la représentante de Veolia. Après, quel est son fonctionnement et quel est le suivi? Donc, son fonctionnement, c'est lui permettre de se réunir et après qu'il puisse rapporter au directeur général ses réflexions. Mais le directeur général va prendre ses réflexions, de même qu'il va écouter les réflexions des syndicats, de même qu'il va écouter les réflexions de ses clients, de même qu'il va écouter les demandes de ses banquiers. Tout ça, ce sont quand même des gens qui lui demandent, in fine, d'arbitrer avec toutes ces contraintes. Voilà. Et après, quel est le rôle du conseil d'administration là-dessus? C'est s'assurer que ces recommandations, déjà, sont transmises au management, donc que le management fasse son travail de l'écouter, et après, savoir engager la démarche. Voilà. Donc, on est au sein de l'IFA, on pense que c'est pour beaucoup d'entreprises une bonne idée d'avoir ce comité de parties prenantes, mais attention, ce n'est pas un conseil d'administration bis, ce n'est pas là pour diriger l'entreprise, ça c'est le rôle du DG, ce n'est pas là pour gouverner l'entreprise, ça c'est le rôle du conseil d'administration. Vous avez remarqué que aucune de nos 18 propositions n'envisage cette substitution. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Mais on voit que quand on est emballé par une idée qui est créatrice, alors tout le monde dit, voilà, finalement, c'est ça l'ultime. Je me souviens, en management, il y a 5 ou 10 ans, tout le monde parlait de l'entreprise libérée. Alors voilà, c'était un nouveau terme, un nouveau concept, et tout le monde disait, toutes les entreprises doivent devenir des entreprises libérées. On voit que oui, ça peut aller sur un pourcentage d'entreprises, un certain segment d'entreprises. L'imagination est au pouvoir, parce que je suppose que nos auditeurs et vous-même, vous lisez Le Monde comme moi, et je crois que c'est hier qu'il y avait 3 articles sur les entreprises sans chef. Voilà. Donc, alors, peut-être. Peut-être, mais enfin, on sent que c'est quand même pas pour demain. mais non, mais c'est ce qui est le danger, c'est faire d'une bonne idée un absolu. Oui. C'est comme si on définissait, voilà, la relation de une famille est comme ça. Alors qu'on sait, les couples sont 2 personnes totalement différemment, avec ou pas une famille, avec ou pas des enfants. Enfin, il n'y a pas de loi là-dessus. C'est à chacun de déterminer comment il veut vivre sa vie. C'est un petit peu la même chose dans l'entreprise. Et comme dans une vie de famille, il y a aussi des règles. Si jamais je viens chez vous dans votre intérieur et que je casse des choses, vous allez dire, vous n'avez pas à faire ça. Là aussi, il faut quand même certaines règles dans l'entreprise, mais il ne faut pas tout légiférer. Et ce n'est pas la même solution qui va s'apporter à tout le monde. Que l'on soit Airbus, Veolia ou le boulanger du coin, on a quand même des contraintes et des parties prenantes, des clients, des fournisseurs différents. Qu'est-ce que, vous qui suivez beaucoup l'évolution des directives, évidemment CSRD, mais aussi devoir de vigilance, etc., en ce moment, est-ce que vous avez l'impression au niveau de la négociation européenne que ce dossier des parties prenantes est au centre des discussions ou bien que c'est quelque chose encore d'un peu marginal? Alors, au sein de l'IFA, on a entrepris un travail qui était d'aligner toutes les IFA dans tous les pays. Et donc, il y a 11 instituts d'administrateurs qui ont travaillé ensemble et qui se sont alignés sur 5 principes. Dans ces 5 principes, on recommande de prendre en compte les parties prenantes. Voilà. Et donc, là-dessus, on voit un certain alignement de cette considération des parties prenantes. Je trouve que il faut insister là-dessus, parce que j'allais dire il y a 10 ans, mais non, il y a même 5 ans, je ne suis pas du tout sûre qu'on aurait eu ce résultat. Peut-être pas. J'aimerais vous challenger là-dessus. Quand on dit qu'aujourd'hui, le buzzword, c'est qu'il faut faire attention à son territoire, à son environnement. Si jamais on prend les entreprises en région qui sont très, très présentes sur un territoire, elles ont depuis tout le temps fait très attention à leur territoire.
Elles ont depuis tout le temps investi dans l'école d'à côté qui va leur donner les employés dont ils ont besoin. Elles ont depuis tout le temps aidé le club de sport à côté. Dans la réalité, vous avez raison. Je parlais de l'affirmation du principe. Voilà. Dans l'affirmation du principe, oui, ceci a évolué et effectivement, il est temps il est temps d'en parler. Mais c'est là où, encore une fois, n'oublions pas, l'Europe est différente entre l'Allemagne, dans laquelle 50% du conseil de surveillance sont des employés, et l'Angleterre, dans lequel on a un conseil d'administration et un DG totalement différent. Et les chiffres en France sur le SBF 120, c'est 80-20. 80% des sociétés sont un conseil d'administration avec un DG qui peut être PDG aussi, mais un DG, et 20%, c'est un directoire et un conseil de surveillance. D'accord. Oui, pardon. Allez-y. Oui, il faut les prendre en considération, et c'est là la loi Pacte était très, très juste. Les mots utilisés par la loi Pacte par Jean-Dominique Sénard étaient très, très justes sur l'entreprise, et on ne peut pas dire que Jean-Dominique Sénard, à l'époque à Michelin, n'était pas quelqu'un qui faisait pas attention aux parties prenantes. Donc, les mots ont été choisis, ils sont très, très justes. Et attention de ne pas créer une surrégulation ou un autre conseil, il faut que chacun reste dans son rôle et sa responsabilité dans l'entreprise. Et surtout, le rôle du conseil, c'est s'assurer du dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, alors c'est là où l'entreprise souffre. S'il y a dialogue, écoute et in fine décision, que la décision soit prise soit par le DG, là où ça lui incombe, soit par le conseil, là où ça l'incombe, alors la société peut progresser. C'est vrai d'ailleurs que dans votre guide, vous insistez beaucoup sur la qualité du dialogue et l'organisation du dialogue. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra, en particulier au moment où seront définitivement faits les arbitrages, sans doute dans la première partie de la présidence française, des projets de directive, on aura l'occasion de rééchanger. Je voudrais savoir, Sarah, si nous avons des questions des uns ou des autres. Oui, merci à tous ceux qui ont partagé leurs réactions sur le chat et ont posé quelques questions. Je vais donc maintenant adresser à nos intervenants, à qui je demanderai de faire des réponses plutôt courtes, si possible, pour qu'on puisse, d'ici 15h30, recevoir le plus de questions possible. Je vais me tourner d'abord vers Pauline, avec deux questions qui ont été posées. Est-ce que, Pauline, vous êtes là? Oui, je suis là. Donc la première, en réaction donc, à une des propositions que nous faisons dans le rapport, un participant demande si on peut, est-ce que c'est réaliste et comment impliquer les parties prenantes externes dans les choix d'investissement qui sont des sujets extrêmement stratégiques de l'entreprise. Ça, c'est la première question. Et il y avait une seconde question plus d'actualité. Il semblerait, c'est ce qui est remonté par un participant, qu'en Australie, il y a une mine de charbon qui n'est pas obtenu son droit d'opérer parce qu'il n'a pas trouvé d'assureur. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous confirmez? Alors, je réponds à la deuxième question qui est plus facile. Oui, je confirme. J'ai plus en tête le nom de la mine, mais en tout cas, c'est un cas d'école très utilisé par les ONG. Voilà, donc je confirme. Sur la première question, alors je ne sais pas si je vais réussir à répondre parce que comme la question est sur les choix d'investissement de l'entreprise, mais ce qui est sûr, c'est que, juste pour donner un exemple, avec le nouveau règlement taxonomie européen, qui demande de reporter à la fois son chiffre d'affaires aligné avec les activités vertes, dites vertes, donc durables sur le plan environnemental, mais pas uniquement son chiffre d'affaires, aussi les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation. Et donc, en tout cas, les entreprises vont devoir être transparentes sur les investissements qu'elles réalisent pour s'aligner avec la taxonomie européenne. Donc, pour moi, c'est aussi c'est un moyen, en tout cas, de s'ouvrir aux parties prenantes en étant transparent sur ces dépenses d'investissement pour s'aligner avec la taxonomie européenne, puisque les investisseurs auront accès à cette donnée. C'est très, très important, ça. Et peut-être en complément pour élargir un petit peu, c'est un peu plus large, on entend de plus en plus souvent aussi des grands groupes qui
lors de leur campagne, lors de leur roadshow, qui emmènent avec eux, enfin les dirigeants emmènent avec eux leur directeur RSE, leur responsable du développement durable, parce qu'ils sont de plus en plus challengés sur ces sujets-là par les investisseurs à ces moments clés hein, de la vie des entreprises. Donc ça, c'est une autre illustration. D'autres questions, je vais me tourner maintenant vers Armelle. Donc Armelle, parce que c'est une question qui a un peu plus concerné les grands groupes. Il y avait deux questions. Pour savoir d'abord si il était préférable de commencer par entre le global et le local, enfin, et puis l'articulation du dialogue entre les différents sites d'un grand groupe. Est-ce qu'il était préférable de démarrer cette démarche à l'échelle d'un site et puis ensuite de la déployer sur d'autres sites? Ça, c'était la première question. Et puis, on avait une autre question aussi. Je me dis que votre éclairage pourrait être intéressant sur les questions de confidentialité et comment est-ce qu'on peut s'assurer, voilà, au-delà des contrats de confidentialité qui peuvent être signés aux parties prenantes, pardon, du respect de cette confidentialité. Pardon, je perds mes mots. Oui, alors peut-être sur cette deuxième question, c'est vrai qu'au démarrage du comité parties prenantes, il y avait effectivement un cadre un peu, et je pense que ça peut aller dans ce sens-là, peut-être de formaliser avec une charte pour s'assurer que les participants sont bien dans le respect de ce cadre de confidentialité. Chez nous, ça c'est toujours, je dirais qu'il n'y a jamais eu cette question-là, enfin, parce que c'était intrinsèquement quelque chose que les participants respectaient sans qu'on ait besoin de leur faire signer un document, une charte ou un contrat, une clause de confidentialité. Mais peut-être que pour des entreprises qui se lancent dans la démarche, avoir une charte peut être un moyen de cadrer ce type de comité. Et la première question, c'était sur est-ce qu'il vaut mieux commencer à l'échelle locale ou à l'échelle du groupe? Moi, j'aurais tendance à dire qu'à l'échelle locale, c'est peut-être plus simple. Après, tout dépend des relations qu'on a avec cet écosystème, mais peut-être que l'échelon local permet peut-être de mieux des interactions et quelque part peut-être d'avoir cette dynamique un peu de pilote pour appréhender la démarche, se lancer dans l'identification des parties prenantes, voilà, tester aussi des choses. Au niveau corporate, c'est vrai que c'est peut-être, si on n'a pas cette expérience-là, peut-être un petit peu ambitieux de tout de suite partir sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Enfin, en tout cas, ça prendra toujours un peu de temps. Merci Armelle. On a une question aussi qui a été posée par rapport, qui est en lien avec la culture directement. On nous demande si en France, il y a un sujet particulier sur le dialogue parties prenantes. Est-ce que les relations avec les parties prenantes ne sont pas conflictuelles de longue date? Et je suppose dans la question qu'on parle d'une question de culture, du dialogue qui serait plutôt conflictuel avec les entreprises, peut-être Armelle aussi. Oui, alors, parce que tout à l'heure, M. Terrien parlait de l'Allemagne, par exemple, ou peut-être, en tout cas, dans le dialogue interne à l'entreprise, on est peut-être plus sur cette notion de consensus. Je pense que ça dépend encore une fois, ça dépend des secteurs, ça dépend du type de partie prenante. Peut-être qu'il y a des parties prenantes plus dans une dynamique moins constructive, mais moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui le climat, il est quand même plus propice à cette construction, à cette co-construction, et que toutes les démarches, à partir du moment, faut vraiment que l'entreprise, elle joue le jeu de la sincérité, mais en tout cas, si on se dit cette démarche, elle a aussi pour de tirer l'entreprise vers le haut et d'améliorer un certain nombre de choses, on n'est pas dans un schéma conflictuel. Et je trouve que tous les échanges qu'on a eus sont plutôt positifs et même des ONG qui étaient peut-être plus
réticentes. Oui, réticentes. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on le voit sur le sujet du climat, hein, sont plutôt disposées, quand l'entreprise, encore une fois, fait preuve d'une vraie sincérité, à les accompagner dans cette démarche-là. Donc, voilà, je pense que non, il n'y a pas forcément de sujet de conflit. Je crois qu'on a des exemples qui nous montrent qu'il n'y a pas obligatoirement de conflit. Hein. Regardez les administrateurs salariés qui sont revenus dans les conseils d'administration. Ils gardent la discrétion des décisions qui sont prises au nom du conseil. Hein. Les membres du conseil d'administration sont individuels, mais totalement. C'est une décision collégiale. Donc la décision est prise ensemble, même s'il n'y a pas les votes toujours à l'unanimité. Et généralement, c'est gardé dans le conseil. Et deuxièmement, c'est là où l'approche que l'on suggère, c'est vraiment d'avoir un engagement et une explication à chaque conseil ou à chaque année. Hein. Imaginez que quelqu'un dise, voilà, pour tout un tas de bonnes ou mauvaises raisons, hein, je ne vais pas juger, mais le pétrole, c'est mauvais. Mais qu'est-ce qu'on dit à Total? Du jour au lendemain, ils ferment tout. C'est là où il n'y aurait pas de dialogue. Si jamais une société comme Total dit, voilà, on va sortir progressivement du pétrole et avoir une autre manière de créer de l'énergie, eh bien voilà une discussion qui peut être une approche qui peut être constructive. Et là, il peut y avoir des discussions. Et ce qui est le plus important, c'est le chemin qui est pris par l'entreprise et derrière, une explication du DG face à son conseil et du conseil face aux actionnaires lors de l'AG. Oui, je crois, moi, qu'il y a une ouverture de plus en plus des partenaires, de toutes les parties prenantes, de sortir de leur silo et de comprendre que finalement, elles n'arriveront pas à obtenir leurs objectifs sans coopération. Et d'où l'ODD 17 et l'importance de l'ODD 17, d'ailleurs, dans la réalisation de tous les autres objectifs. Et je pense sincèrement qu'on est sur un momentum qui est en train de basculer. Il y a 10 ans, je n'aurais pas dit la même chose, mais effectivement, on n'est plus dans des rapports conflictuels où chacun défend son précaré. On est dans une volonté, en tout cas des acteurs engagés, quel que soit le domaine, à vouloir coopérer pour s'en sortir. Voilà. On a encore une dernière petite question, si on peut se permettre de déborder un petit peu. Donc, pour Monsieur Terrien, donc vous disiez que le comité de parties prenantes devait donner ses recommandations au DG. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que ce ne serait pas directement au conseil d'administration qui ensuite répercutera ces informations-là, enfin les fera redescendre à l'exécutif. Il était précisé que le conseil d'administration était le gardien de la raison d'être et de la stratégie. De même que le conseil d'administration est le gardien que l'entreprise est toujours de la trésorerie, et ce n'est pas le conseil d'administration qui discute avec les banques. De même que le conseil d'administration est le gardien qu'il y ait une bonne dynamique dans l'entreprise et une culture d'entreprise, et ce n'est pas le conseil d'administration qui discute avec les syndicats. Donc là-dessus, le conseil d'administration gouverne, mais ne dirige pas. Et parler aux parties prenantes, c'est comme parler aux syndicats, c'est comme parler à des clients, c'est comme parler à ses banquiers, hein, et c'est vraiment le rôle du directeur général de l'entreprise. Donc là-dessus, avec la loi française actuelle, hein, la loi française actuelle dit que le DG de l'entreprise dirige l'entreprise, le conseil d'administration la gouverne, donc donne le cap et s'assure que le cap est gardé, mais le conseil d'administration ne doit pas se substituer au DG. Parfois, il y a des PDG. Parfois, il y a des PDG, ça c'est un autre sujet. Et voilà, ça c'est un autre sujet. Voilà. Très bien. Écoutez, il nous reste à vous remercier tous. Je crois que c'était vraiment très intéressant. Je voudrais en conclusion saluer votre rapport, saluer encore une fois tous les auteurs, co-auteurs et de ce travail. On s'est rendu compte à la discussion qu'il était d'actualité. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un sujet que laboure le comité 21 depuis très longtemps. Finalement, le comité 21, c'est un grand comité de parties prenantes avec ses différents collèges, entreprises, collectivités locales, associations, monde universitaire. Et nous avons maintenant un collège citoyen. Donc, en fait, on est particulièrement, je crois, bien placé pour traiter ce type de sujet que nous avons pris en compte depuis longtemps.
Ce guide couronne le travail d'1 an et maintenant, en fait, le travail commence comme d'habitude. Et je voudrais dire à tous nos interlocuteurs que dans la fameuse mission du comité 21, dont les 2 premières parties sont anticipées et accompagnées, nous sommes évidemment prêts à accompagner toutes les entreprises qui veulent, en se servant de ce guide, s'engager dans l'approfondissement ou dans la création d'un dialogue de parties prenantes. Et je crois que c'est effectivement un mouvement aujourd'hui qui est à la fois preuve de dynamisme, qui fait preuve de dynamisme et aussi preuve de responsabilité, étant donné la situation, comme il a été dit, il faut qu'on s'en sorte. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci de vos apports et merci la cheville ouvrière de Sarah Dayan qui a depuis 1 an est vraiment celle qui coordonne tout ce travail dans le comité 21 et très bonne deuxième partie d'après-midi. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.